Alors donc, si j'ai bien compris, le théorème de Simone de Beauvoir doit s'appliquer à absolument la planète. Vous savez, Simone de Beauvoir avait écrit dans le IIe siècle « On ne naît pas femme, on le devient ». Oui, simplement, est-ce que vraiment les hommes peuvent avoir un cancer de l'utérus, etc., etc. On peut quand même se poser des questions. Jusqu'où va-t-on en niant complètement la nature biologique pour ne parler que de la nature culturelle? Il est posé avec un certain Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui a, en fin septembre 2021, sorti une circulaire active, exécutoire à l'égard du personnel de l'éducation nationale, et ça s'appelle « Comprendre les transidentités ». Est-ce vraiment la chose la plus importante? Est-ce vraiment la chose la plus essentielle? Et surtout, est-ce vraiment la chose la plus vraie? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Pose la question, elle est posée d'ailleurs dans le monde entier, et pas seulement en France, et elle a été actée par la circulaire Blanquer sur la transidentité à l'enfance. Je rappelle, voilà, il faut parler, il faut reconnaître, il faut légitimer l'identité de genre en milieu scolaire. On rappelle que ça s'adresse aussi à des enfants, à des très jeunes adolescents. Il faut être à l'écoute des élèves et des familles. Il faut accompagner et protéger. Il faut combattre la transphobie. Il faut changer les prénoms dès que possible, et selon la volonté de l'enfant. Prévenir et éduquer les parents, etc., etc. Et aujourd'hui même, SOS Éducation lance une pétition. Non à l'idéologie du genre qui fait croire aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe d'un coup de baguette magique. L'idéologie du genre n'a pas sa place à l'école. Alors Sophie Audugé, vous êtes porte-parole et directrice générale de SOS Éducation. Pourquoi vous vous élevez contre cette circulaire Blanquer? Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. En fait, on s'élève contre la circulaire de Jean-Michel Blanquer parce que c'est une idéologie qu'on fait entrer dans l'école, et que l'école doit être un sanctuaire dans lequel on ne fait pas rentrer ni des idéologies, ni des politiques, ni des croyances, mais où on instruit les enfants de savoirs fondamentaux et d'un ensemble de savoirs. Or, l'idéologie qui est ce qu'on appelle l'idéologie transaffirmative n'a aucun fondement scientifique, n'a aucun fondement biologique. Rappelez ce que c'est que l'idéologie transaffirmative. Voilà. Oui. Très rapidement. Oui, vous avez raison. En fait, c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas, et c'est tout le principe activiste, lobbyiste de ces mouvements, c'est-à-dire qu'il s'adosse sur une cause qui est légitime, qui est la cause de défense des droits des homosexuels et des transsexuels, qui est une cause sur laquelle on est tout à fait d'accord, et qui est, je pense, en tous les cas dans la société française, qui est une société très progressiste sur ces questions-là, et c'est fort heureux, tout le monde est d'accord là-dessus, et donc il s'adosse sur cette cause-là pour endoctriner, diffuser une idéologie qui est totalement différente, qui porte un autre dogme social. Et cette idéologie, elle part du principe qu'il n'y a pas de réalité du sexe de naissance biologique, qu'il n'y a pas de genre social. Oui. Vous voulez dire, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, biologiquement, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas de sexe homme-femme, il n'y a pas de réalité de genre masculin ou féminin, et qu'en fait, il faut s'en remettre à un ressenti, à une émotion personnelle, intérieure, quel que soit l'âge de la personne, et ce ressenti doit être considéré comme une réalité absolue, inaliénable et non discutable. Et ça, on reconnaît ce droit-là à n'importe quelle personne, quel que soit son âge, et je dirais même pire, quel que soit son état de santé. C'est-à-dire qu'à un moment où une jeune fille ou un jeune garçon peut avoir des troubles d'identité, comme on l'a tous connu au moment de la puberté, des enfants qui peuvent avoir des pathologies, que ce soit des enfants qui ont des troubles autistiques, des enfants qui ont des troubles d'anorexie, des enfants qui ont des troubles post-traumatiques suite conséquentielle à des violences sexuelles. Ces enfants-là, on sait qu'ils vont avoir une tendance, une influence finalement à ces mouvements-là qui vont leur faire croire qu'en fait, si la souffrance qu'ils ressentent, en fait, elle est due
au fait qu'ils ne seraient pas nés dans le bon corps. Et qu'on va leur dire, bah, écoutez, la solution de changer de sexe, de dire que vous avez une dysphorie de genre, finalement, c'est le bonheur garanti. Et ça, c'est extrêmement puissant aujourd'hui. Les systèmes d'influence sont immenses. Ils sont anciens, puisque ça a commencé, comme vous le disiez, il y a 20 ans, dans un certain nombre de pays du Nord et dans un certain nombre de pays du Nord d'Europe. L'idéologie woke, etc. L'Amérique, Canada, États-Unis, absolument. Et aujourd'hui, on a ces conséquences-là en France. Et ce qui est aberrant, c'est qu'au moment même où tous ces pays-là font marche arrière. D'accord. Oui, on va en parler. Alors, justement, Sophie Audugé, ce qui est intéressant, donc je rappelle que vous venez de lancer cette pétition. Oui. Elle est très détaillée. Juste, pour les gens qui veulent la signer, ils la signent où? Alors, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux. Sud Radio va la relayer. Absolument. Sur le site de SOS Éducation, sur les réseaux sociaux, le Twitter d'SOS Éducation, le Facebook d'SOS Éducation. Alors, nous, effectivement, on relaye. C'est pas une question de prise de parti, mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que, comme ça, alors je sais pas, j'essaye d'avoir un espèce. Je comprends que peut-être à un certain âge, à la maturité, à 18 ou 20 ans, on se dit tiens, on a un problème d'identité, on a envie de changer et on en discute et pourquoi pas, et ça peut être légitime. Mais des enfants, à quel âge on estime que quelqu'un a son libre arbitre pour dire ça? Vous savez qu'on a vu, c'était aux États-Unis, on a vu une femme qui a pratiquement forcé son gosse de 7 ans à changer de sexe. C'est-à-dire qu'il est un garçon, il est habillé en fille, etc. Parce qu'elle avait envie. C'est-à-dire qu'il y avait des parents qui imposaient, alors je ne dis pas que c'est la règle, je ne dis pas que c'est la généralité, imposaient leurs fantasmes à leurs propres enfants. Ce qui est quand même préoccupant. Absolument. Alors là où effectivement vous avez absolument raison, c'est qu'on est vraiment actuellement dans une dérive qui est une dérive déconstructionniste, qui est portée évidemment par les mouvements woke, évidemment, mais qui se fonde toujours sur un fond de réalité qui concerne une ultra-minorité de personnes qui ont une réelle souffrance. C'est-à-dire que la dysphorie de genre, à l'origine, je dirais ce qu'on pourrait considérer comme une dysphorie de genre véritable, c'est un trouble profond qui émane d'enfants très jeunes, entre 2 et 4 ans, et qui va avoir comme caractéristique biologique et médicale d'être persistante et non fluide. Bien sûr, mais ça c'est très minoritaire. C'est très minoritaire, c'est 1 sur 10 000 garçons et 1 sur 20 000 ou 30 000 jeunes filles, et c'est vraiment de 2 à 4 ans. C'est-à-dire que l'enfant a vraiment une souffrance profonde, réelle, de son corps, dans son corps par rapport à son sexe de naissance. Et il a cette souffrance avant même de connaître l'existence de la dysphorie de genre. Sauf que depuis une dizaine d'années, ce que nous apprennent et nous expliquent et nous alertent tous les pays qui étaient très en avance sur ces transformations, qui ne se faisaient, et là vous avez absolument raison, exclusivement chez des adultes il y a encore 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu une ouverture à l'enfance il y a quelques années, et que les premiers pays qui l'ont fait, aujourd'hui font tous marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu une explosion du nombre de jeunes filles adolescentes qui n'avaient jamais exprimé de troubles et de souffrances quand elles étaient petites, c'est-à-dire sans antécédents qu'on pourrait considérer de dysphorie de genre, à tel point, ça a été tellement massif, c'est-à-dire on passe de 12 cas par an à 2500, 3000, 5000, enfin c'est juste gigantesque la progression, à tel point, si vous voulez, que des professeurs, des chercheurs ont théorisé ce système-là en parlant de dysphorie de genre tardive, qui sont en fait des effets d'influence des réseaux sociaux, des médias et de la production audiovisuelle. Il est impossible aujourd'hui pour ces jeunes de voir une série sur Netflix qui n'a pas une personne transgenre ou en questionnement de genre, qui est plus branchée que les autres, plus jolie que les autres, plus intelligente que les autres, plus pertinente que les autres. Donc tout ça a des effets d'influence. Et avec Augustin Morio, on passe son temps sur l'émission, effectivement, à détecter des perles transgenres extraordinaires. On va parler du gâteau des rois à Rennes, bien sûr. Et rappelez-vous juste quelque chose, à l'inauguration du Congrès américain, de la présidence Biden, vous savez, ça finit toujours, l'Amérique est un pays religieux, les USA, par Amen, comme une prière. Et la personne, alors on a dit, c'était évidemment diffusé partout, Amen a woman. Parce qu'on ne peut pas dire Amen sans dire a woman, pour dire jusqu'où ça va. Et vous, alors comment vous expliquez que Jean-Michel Blanquer a officialisé ça, considéré légitimé, etc., en faisant cette instruction à l'éducation nationale, à tout le personnel? Comment vous estimez qu'on en soit venu tout de suite à cette légitimation, à cette institutionnalisation, quelque part? Alors vous avez raison, c'est complètement une institutionnalisation à travers l'école de l'idéologie. Donc on est bien dans quelque chose qui est un endoctrinement, puisque quand on en passe par l'école pour imposer une norme sociale, c'est quand même qu'on est dans un processus d'endoctrinement. Je pense que tous
toutes les personnes qui suivent Jean-Michel Blanquer et qui connaissent son parcours ont été stupéfaites qu'il ait signé de sa main cette circulaire. On a énormément de mal, évidemment, à imaginer qu'il ait pu l'écrire, puisqu'une circulaire de 11 pages, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est pas une circulaire, c'est un manifeste pro-idéologie transaffirmatif. Alors, c'est vrai que dans les premières lignes, il se raccroche au plan national de lutte contre les discriminations. Oui, ici, l'OMS, la Cour de droit de justice européenne, etc. Alors, absolument. Ce qui est très intéressant, parce qu'il faut savoir qu'en novembre 2019, il y a eu une production par une association européenne transactiviste pour l'affirmation du genre qui a produit un protocole de lobbying international qui donne un processus en 10 points clés de comment les associations qui sont activistes dans l'affirmation du genre doivent procéder. Et en fait, ce que vous évoquez, c'est dans la ligne. C'est-à-dire qu'ils doivent s'adosser à une cause populaire, ils doivent en référer aux droits de l'homme et du citoyen et à l'Organisation mondiale de la santé, ils doivent dépathologiser la question, ils doivent démédicaliser la question, ils doivent éviter de faire peur et éviter de la rendre populaire. Donc ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est qu'on fait encourager à la rendre populaire. Oui, et voilà, nous on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit attention, on est en train de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Ça n'a rien à voir avec la cause de défense des droits des homosexuels et des transsexuels qui sont des causes légitimes. Cela ne concerne pas les questionnements que peuvent avoir des adultes qui sont libres et responsables. On parle d'enfants. Là, c'est l'école. Voilà, on parle d'enfants qu'on endoctrine, auxquels on apprend dans l'école. Dans l'école, il faut que les gens le sachent. Oui, à l'intérieur de l'école. À l'intérieur de l'école, avec des formations, avec des colloques, avec des journées dédiées, avec des supports de formation, que la réalité du sexe biologique n'existe pas et que chacun a le droit, à tout âge, de décider qui il est relativement au genre et au sexe, parce qu'évidemment, si vous voulez décider qui vous êtes sur un autre sujet, par contre, ça ne marche pas. Donc c'est uniquement au niveau du genre. Donc ça, on considère que ça sera la nouvelle norme demain. Moi, je considère que ça n'a pas sa place à l'école, parce que l'école n'est pas là pour ça. L'école est pour instruire des savoirs, que c'est donner aux professeurs et tout le corps éducatif une responsabilité et une obligation qui est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'on les oblige à adopter une idéologie qui peut-être, en tous les cas, pour un certain nombre d'entre eux, et donc un certain nombre d'heures seront au lycée, à l'école, au collège, absolument, seront dédiées à cela. Oui, puis on vous donne une obligation de reconnaître, de rendre visible le jeune qui va porter des marqueurs de transidentité. Mais si ce jeune-là, 2 ou 3 ans plus tard, est toujours en mal-être, en souffrance, que sa souffrance était d'autre nature, qu'il passe à un acte irréversible et qu'il se suicide, et que les parents attaquent ensuite l'institution scolaire en disant « mais vous avez rendu visible mon enfant ». Qui est responsable à ce moment-là? Et dans les autres pays, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que des chercheurs ont dit, mais qui sera responsable de suicide de ces enfants qui finalement ne seront pas plus heureux avec cette transition? Et même sans aller jusqu'au suicide, au malaise que ça peut créer, au dysfonctionnement que ça peut créer, etc. Absolument. Non, tout à fait. On va continuer d'en parler juste après cette petite pause. Sophie Audugé, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons à parler de cette pétition et surtout de ce problème de l'idéologie du genre que l'on veut imposer absolument à l'école, à toute l'école et à tout le personnel enseignant. Et ce n'est pas sans poser problème, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans la circulaire Blanquer, qui fait, comme vous dites, 11 pages, c'est pas mal, on parle des prénoms, des changements de prénoms. Vous dire que, alors, qui choisit changement de prénom, à quel âge commencer? Oui, vous dire, je m'appelle Michel, je vais m'appeler Micheline, très bien. Mais comment ça se passe selon Blanquer et l'éducation nationale? Alors, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est une revendication extrêmement importante de l'idéologie d'affirmation du genre ressenti. C'est-à-dire que, selon les activistes, en fait, le genre ressenti par la personne, quel que soit son âge, doit être affirmé, est inaliénable et indiscutable. Donc, en fait, pour eux, il aurait fallu que n'importe quel enfant, à n'importe quel âge, ce qui se passe déjà dans certains États des États-Unis, vous arrivez en petite section, en grande section, vous dites, cette année, je vais m'appeler tel prénom de jeune fille, alors de petite fille, vous êtes un garçon, et ça va être possible, et puis l'année d'après vous changez, ça pose de problème à personne. C'est ça, je peux changer encore et changer tout. Dans les autres pays, en France, et c'était ce qu'ils voulaient, parce que c'est vraiment l'affirmation de leur idéologie. D'accord. Ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il a quand même entendu un peu certains opposants. Il a dit, on va quand même demander l'avis aux parents. C'est-à-dire qu'on va quand même conditionner le changement du prénom de l'enfant avec l'accord des 2 parents. Voilà. Donc c'est aujourd'hui ce qui est en place à l'école.
D'un point de vue purement juridique, ça pose plusieurs questions, puisque normalement, aucune personne n'est obligée d'utiliser un prénom qui n'a pas été déclaré à l'état civil. Donc en fait, à ce principe-là, certains enseignants seraient tout à fait légitimes à dire « bah non, moi je ne suis pas d'accord. D'abord, je considère qu'on m'impose une idéologie qui n'est pas la mienne et qui n'est pas validée par mon État. Je veux dire, quelque part, à aucun moment, le président de la République et les gouvernements ont demandé à la population française si elles acceptaient de nier le sexe de naissance pour passer à une idéologie de genre ressentie. Non, mais absolument. Et auquel cas qu'on était tous d'accord pour que nos enfants soient éduqués avec ces principes-là et que les professeurs qui enseignent soient d'accord avec ces principes-là. Aujourd'hui, on ne leur demande pas d'être d'accord, mais on leur impose de pratiquer cela. Donc, à ce titre-là, au titre du droit, normalement, ils devraient pouvoir dire moi, je ne suis pas d'accord et je n'appliquerai que le prénom de l'état civil. Sauf qu'il y a des risques d'être attaqué pour transphobie. C'est tout le problème de ce sujet-là, c'est toute la subtilité de ce sujet-là, et c'est pour ça que personne ose en parler. C'est qu'en fait, on est dans cette espèce d'injonction de peur d'être attaqué sur un motif qui n'a absolument rien à voir, parce qu'évidemment, c'est pas de ça dont il s'agit. Donc, normalement, aujourd'hui, les deux parents doivent avoir donné leur accord pour que le prénom soit acquis dans l'école. Je signale quand même que je suis actuellement en contact avec des parents qui ont découvert 3 semaines après que cela ait été fait, que leur fille avait changé de prénom dans l'école, qu'elle avait dit que sa carte de cantine était perdue, et qu'elle a par ce biais-là réussi à obtenir une carte de cantine d'un prénom masculin. Qu'elle avait donné, oui. Voilà, masculin, que l'ensemble du corps enseignant, quand elle met son prénom masculin sur ses copies, ne le raye pas, les notes, et que le corps, un certain nombre de professeurs lui envoient des messages avec ce prénom masculin alors que c'est une jeune fille. C'est arrivé à plusieurs reprises déjà. Récemment, là, on a plusieurs cas, oui. Mais en l'occurrence, là, nous parlons avec des parents qui sont dans cette situation-là, qui sont complètement démunis. Il faut bien prendre conscience que les parents à qui ça arrive, ce sont des parents qui sont éduqués, qui sont plutôt ouverts, qui, dans certains cas, quand même, majoritairement, avaient un enfant qui avait évoqué une homosexualité, qui était plutôt ouvert sur la homosexualité de leur enfant. Sûr, mais l'enfant, ça n'a pas suffi, est allé plus loin et a voulu aller jusqu'à influencer en fait par ces systèmes-là. Donc ça pose des grandes questions. Et donc aujourd'hui, en fait, au-delà de votre pétition, est-ce qu'aujourd'hui, tout cela, à force de loi ou pas? Et je veux dire, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où effectivement la circulaire Blanquer s'applique et peut s'appliquer et nul n'a le droit de s'y opposer, sauf évidemment, on peut s'y opposer en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que jeune, etc. On n'est pas d'accord, bien sûr. Mais est-ce que c'est déjà ça à force d'application? Alors la circulaire à force d'application, évidemment, ça n'empêche que, comme vous le dites, effectivement, une circulaire n'est pas une loi, donc elle n'a pas le poids d'une loi. Ce qu'il faut bien prendre en considération, et j'espère faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est dans une stratégie de construction idéologique qui se fait pas à pas, pour qu'on ne s'en rende pas compte, c'est-à-dire pour qu'on n'en parle pas. Donc il y a cette circulaire de Jean-Michel Blanquer qui dit ce qui se passe chez les enfants. Il faut bien savoir que ces activistes ont un protocole qui cible les jeunes. Ils ne ciblent pas les adultes, ils ciblent les jeunes. Et à côté de ça, on a la loi, la proposition de loi qui avait pour objectif de lutter, évidemment, tout le monde est d'accord, contre les thérapies violentes, agressives, de conversion des personnes homosexuelles pour essayer de leur faire modifier leur orientation sexuelle. On est tous d'accord là-dessus. C'est une mesure qui était extrêmement populaire. L'ensemble du public était d'accord et du peuple était d'accord. Sauf qu'ils ont rajouté, comme par hasard, un petit peu sous le tapis, subrepticement, voilà. L'identité de genre, le questionnement de genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette proposition de loi, elle est passée le 14 décembre. Et elle dit quoi sur l'identité de genre? Elle le dit que concrètement, les interventions de toute personne, que ce soit les parents, les professionnels médicaux, qui auraient une intention de faire changer de position une personne, dont un enfant, qui aurait une identité de genre différente et qui revendiquerait son affirmation de genre, etc., pourrait être attaqué et serait donc... serait passible de sanctions, etc. Absolument. Donc ils ont rajouté... alors, c'est pas quand c'est gentiment fait dans l'intérêt de l'enfant, mais comment on va juger une chose pareille? Et c'est surtout qu'on est bien dans les petits... Voilà, et puis on est dans les petits pas, c'est-à-dire qu'on place une chose dans un projet de loi, on passe une chose dans une circulaire... Sophie Augustin, ce que vous dites et ce que vous faites par la pétition, ce qui est très important, c'est que quand même, ça mérite un débat général. Absolument. Ça mérite un débat public. On le fait ici, mais il faudrait le faire
partout et dire effectivement qui décide de quoi et surtout, encore une fois, je reviens là-dessus, à quel âge on peut décider de quelque chose et à quel âge on accepte et à quel âge, et puis comme vous dites, ce que ça peut entraîner, etc. Écoutez, en tout cas, on va suivre cela avec vous. La pétition, vous la connaissez, on en a parlé. Et puis, l'histoire du trans, je crois qu'elle n'est pas du tout finie. Mais il ne faut pas oublier, et je voudrais juste terminer sur une note d'humour, que quand on demande, par exemple, et pourquoi pas la féminisation de tout, vous savez, ça, on arrive à quelque chose de beaucoup moins grave, mais quand même très préoccupant, qui est l'écriture inclusive et le langage. Quand on me dit, mais écoutez, il faut tout féminiser, les métiers et tout, je dis donc, la femme d'un cafetier, c'est une cafetière. Et la femme d'un gourmet, c'est une gourmette. Donc il faut savoir de quoi on parle et à quel niveau on se met quand même pour ne pas totalement perdre ce qui nous reste de raison. Et si ce sujet vous fait réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pourrez retrouver cette pétition à la fois sur le site de SOS Éducation et sur le site de Sud Radio. Et puis restez avec nous puisque dans un instant, nous recevons le professeur Claverie. Sud Radio.